Bienvenue dans cette vidéo de retour consacrée aux marins des mers de Chine, réalisée par Jackie Chan, ou bien co-réalisée par Jackie Chan et un certain nombre d'autres réalisateurs, dont Sammo Hung. Déjà, merci pour tout le feedback positif que vous avez fait sur la vidéo. Visiblement, elle a bien plu, donc j'en suis très heureux. C'est une idée de vidéo que j'avais en tête depuis pas mal de temps, parce que je trouvais que c'était vraiment une honte qu'un film comme Le Marin des mers de Chine soit finalement assez peu connu en ce qui concerne sa production. Ça, c'est le grand problème que j'ai personnellement avec le cinéma de Hong Kong et qui m'a poussé à m'investir dans l'écriture, dans la fabrication de vidéos, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est que il y a plein de classiques du cinéma américain dont on connaît les moindres détails, le Parrain, les Star Wars, plein d'autres exemples, dont on a vraiment tout le détail, tout le processus de production vraiment bien approfondi, vraiment bien fouillé via des making-of, via des livres, via tout un tas de différents médias. Et sur le cinéma de Hong Kong, tous les classiques, enfin beaucoup de classiques du cinéma de Hong Kong sont finalement assez peu connus en ce qui concerne leur production. Et donc ça fait partie des trucs sur lesquels j'essaye humblement de pallier. Et cette vidéo sur le marin des mers de Chine fait partie de cette entreprise. J'avais pensé pendant longtemps en faire un article pour un magazine, mais les quelques magazines pour lesquels j'écris ne sont pas vraiment dans ce registre, donc au final je me suis dit que ça serait tout aussi bien de le faire en vidéo. Ça s'y prêtait très bien, c'était un sujet qui intéresserait les gens de toute façon, donc je me suis dit allons-y, et voilà, je pense que le résultat est plutôt bon et a l'air d'avoir satisfait la grande majorité d'entre vous, et c'est très bien. Donc en ce qui concerne un certain nombre de commentaires et de réactions que la vidéo a généré, il y a eu un échange assez intéressant avec Jason Like par rapport à la réalité historique derrière Chung Po Tsai. En l'occurrence, Jason Like soulignait que dans la plupart des articles, des médias disponibles à travers Internet, que c'était davantage la figure de Xingxi, la belle-mère, ensuite épouse de Chung Po Tsai, qui était mise en valeur, qui était mise en avant dans le cadre de la confédération des pirates qu'il y avait dans la Chine du Sud, bien davantage que Chung Po Tsai. Comme j'ai indiqué dans la vidéo, moi j'avais utilisé comme source un article en 3 parties de Zonimag, qui est une publication sur Internet en anglais basée à Hong Kong et qui revenait sur l'histoire de la piraterie à Hong Kong durant cette période et qui mettait davantage en avant Chung Po Tsai que Xingxi. Ça tient effectivement à une approche plus orientée vers Chung Po Tsai à Hong Kong de manière générale. À Hong Kong, le pirate emblématique, c'est Chung Po Tsai. Il n'y en a pas vraiment d'autres, et Xingxi est assez peu évoqué quand on parle de piraterie à Hong Kong. Et visiblement, dans beaucoup d'articles à travers le monde, beaucoup de vidéos, c'est davantage la figure de Xingxi donc, qui est mise en avant. Et donc, on se posait la question de savoir qu'est-ce qui était de la réalité historique. Est-ce que Xingxi a été oublié à travers l'histoire parce que c'était une femme? Est-ce que Chung Po Tsai était vraiment le leader de la confédération pirate, comme ça semble plutôt être mis en avant à Hong Kong? Donc la question effectivement est légitime, et donc j'ai un peu poussé dans mes recherches à ce niveau, et en l'occurrence je me suis penché sur le livre Pirates of the South China Coast, écrit par Diane Murray, qui est visiblement la principale spécialiste du sujet. Et donc j'ai pu avoir quelques informations plus précises sur ce qu'il était de la hiérarchie de la confédération des pirates. Et il s'avère qu'en fait c'était vraiment une collaboration entre les deux, entre Xingxi et Chung Po Tsai, à savoir que Xingxi s'occupait, elle, essentiellement des affaires du côté de planification, d'organisation de la confédération des pirates, du côté un peu politique, parce qu'il y avait différentes flottes avec différents leaders et qui obéissaient aux mêmes règles qui étaient donc élaborées par la confédération elle-même, et Xingxi donc devait s'occuper de tout cet aspect organisationnel, devait planifier, devait s'assurer que ça se passait bien entre les différents commandements. Donc elle était dans ce rôle-là, essentiellement au quartier général de la confédération des pirates. Et Chung Po Tsai, lui, c'était davantage l'homme d'action. C'était celui qui commandait la principale flotte de la confédération des pirates, à savoir la flotte du drapeau rouge,
Et c'était donc lui qui était vraiment l'homme d'action, c'était lui qui allait faire les abordages, c'était lui qui allait faire les pillages, c'était lui qui allait faire tout ce qui était en mer et qui était particulièrement respecté pour son leadership. Et c'est vraiment donc l'union de ces deux personnalités qui a permis à la Confédération des Pirates de marcher. Je pense que si on enlevait l'un des deux, eh ben, la Confédération des Pirates se serait cassé la gueule. S'il n'y avait pas eu Shang-Chi pour pouvoir vraiment planifier, pour pouvoir gérer l'ensemble de la Confédération au niveau politique, c'est pas certain que Chang Po-Tsai aurait pu vraiment tenir un tel agrégat de différentes personnalités. À l'inverse, si Shang-Chi avait uniquement été en charge, il y a de bonnes chances qu'un pirate un peu plus fort, un pirate avec une flotte dominante, ait voulu à un moment prendre l'ascendant et donc aurait cherché à évincer Shang-Chi. Donc par conséquent, ça marchait, la Confédération pirate marchait vraiment parce qu'il y avait cette alliance entre ces deux personnalités différentes dont chacun jouait un rôle utile à la Confédération dans le sens large. Pour prendre une métaphore militaire, c'est un peu comme si Shang-Chi était un général d'état-major qui reste donc à l'état-major pour faire les grands plans au niveau stratégique et Chang Po-Tsai était le général de terrain, le général sur le front qui était celui qui vraiment allait mettre en place les ordres qui étaient donnés par le quartier général et qui allait improviser, qui allait faire ses propres actions de temps en temps, avec un certain degré d'initiative parce que c'était lui l'homme de terrain. Je vous recommande vraiment la lecture de ce livre. Si vous avez l'occasion de tomber dessus, vous pouvez d'ailleurs le commander si vous préférez, parce que c'est vraiment intéressant de voir tout le potentiel qu'il y a dans ces histoires de piraterie dans la Chine du Sud, qui n'a finalement été qu'effleuré par le cinéma de Hong Kong. On pourrait vraiment faire plein de films sur le sujet, voire une mini-série. Il y a tous les ingrédients qu'il faut pour faire quelque chose d'intéressant. Il y a de l'action, il y a de l'intrigue politique, il y a des histoires amoureuses, il y a le côté choc des cultures qu'il y avait avec l'arrivée des Portugais, des Anglais dans cette zone, dans cette période. En fait, il y a vraiment tout un tas de sujets qui pourraient être utilisés, qui pourraient donner lieu à des histoires tout à fait passionnantes que donc le cinéma hongkongais n'a finalement fait qu'effleurer. Si vous êtes producteur et que vous êtes intéressé pour faire un film de pirate se passant dans le sud de la Chine, contactez-moi, je dois pouvoir vous faire un scénario assez rapidement sur le sujet parce que c'est vraiment une mine d'or, il y a vraiment beaucoup à dire, il y a vraiment beaucoup à exploiter. Et on peut faire à mon avis quelque chose de passionnant sur le sujet. Cette vidéo est d'ailleurs l'occasion d'évoquer un petit peu les autres films consacrés à la piraterie qui ont été faits à Hong Kong. Il n'y en a pas eu beaucoup, je les avais déjà un peu évoqués dans la vidéo principale mais je vais aller un peu plus dans le détail. Le premier que j'ai pu identifier c'est The Pirate, le pirate de Shang-Chi qui est sorti chez nous en édition Whiteside en DVD dans leur collection Shaw Brothers. Alors je n'ai pas pu identifier s'il y avait d'autres films consacrés à Chang Po-Tsai qui avaient été faits précédemment dans le cinéma cantonais dans les années 50-60. Malheureusement, ça reste un mystère. Peut-être qu'il y a eu quelque chose, mais je ne l'ai pas réussi à l'identifier. Le premier que j'ai pu identifier, c'est donc ce fameux The Pirate consacré à Chang Po-Tsai, réalisé par Shang-Chi en 1973 avec Ti Lung dans le rôle titre, et qui est malheureusement un film pas terrible du tout. C'est un peu un Shang-Chi de petite forme. Le côté pirate est finalement totalement anecdotique. Il apparaît au tout début du film avec un abordage qui donc laisse à croire qu'on va avoir droit à un vrai film de pirate bien sympa. Mais en fait, Chang Po-Tsai se retrouve très rapidement à terre et on part dans un truc très classique de défense de la veuve et de l'orphelin avec tous les combats attendus, avec le côté très viril, enfin tout ce qu'on attend de Shang-Chi mais en version pilotage automatique quoi. Il n'y a pas la passion et l'agressivité de ses œuvres les plus intéressantes. On n'est pas encore complètement tombé dans la décadence de Shang-Chi qui va avoir lieu à partir du milieu des années 1970. Ça reste un minimum bien emballé, mais c'est quand même très vite oubliable et surtout c'est très décevant par rapport au potentiel qu'il y a autour du personnage de Chang Po-Tsai et autour du sujet de la piraterie dans la Chine des mers du Sud. Donc c'est assez décevant malheureusement. Après donc on a eu Le Marin des mers de Chine, je ne vais pas revenir dessus, qui est un grand classique du cinéma de Hong Kong. Et
Jackie lui a donné une suite quelques années plus tard, Le Marin des Mers de Chine 2, sorti en France sous le titre de Action Force 10, il me semble, voire son titre anglais de Project A2, qui lui non plus n'a finalement pas grand-chose avec la piraterie, il n'a pas grand-chose à voir avec la piraterie. On voit quelques rescapés des pirates du premier épisode qui le poursuivent, mais c'est vraiment anecdotique. Il part dans une toute autre direction qui n'est pas inintéressante du tout, mais ça n'a plus rien à voir avec la piraterie là-dessus, donc c'est mort. Alors un peu plus intéressant en termes de pirates, c'est le King of the Sea de 1994, réalisé par Chung Kwok-ching, qui est un film qui est dans la foulée des copies qui avaient été faites en masse de Il était une fois en Chine. Il y avait eu tout un tas d'imitateurs qui avaient essayé de faire des films dans le même registre, avec se passant à la fin du XVIIIe siècle, avec la confrontation entre Occident et Chine, et une figure héroïque qui allait restaurer l'honneur des Chinois par rapport aux mauvaises actions des Occidentaux. Et donc King of the Sea s'inscrit dans ce registre. Malheureusement, en 1994, on était déjà à un moment où cette vague commençait un peu à s'essouffler, et ça se ressent clairement ici, à la fois dans le budget, parce que ça fait un côté un peu cheap, malheureusement, par rapport aux ambitions qui sont affichées, et également par rapport au script, qui est vraiment la version la plus simplifiée qu'on puisse avoir de l'histoire des pirates dans le sud de la Chine. En fait, on reprend essentiellement toutes les ficelles telles qu'elles avaient été comprises par les imitateurs de Il était une fois en Chine, c'est-à-dire grands méchants occidentaux, mauvais Mandchous, avec restauration du pouvoir des Han. La version vraiment simplifiée de ce que faisait Il était une fois en Chine. Et donc ça donne quelque chose qui n'a rien de surprenant, qui n'a rien d'original, qui est prévisible de bout en bout et pas très intelligent non plus, quoi. Donc c'est pas terrible, d'autant plus que dans le rôle de Chung Po-tsai, on a Conan Lee, la star de Tiger and the Beat, de Ninja in the Dragon's Den, qui est quelqu'un qui est pas mauvais dans l'action, mais qui est pas un grand acteur du tout. Alors le voir jouer un personnage historique, il est vraiment pas crédible dans le rôle, et c'est donc difficile d'y croire. Et encore une fois, pour ne rien arranger à l'affaire, on a au niveau du chorégraphe, on a Lam Mun-hwa. Lam Mun-hwa, c'est à mon humble avis un des plus mauvais chorégraphes qui était en action à Hong Kong. Alors quand j'ai dit mauvais, c'est par rapport au standard hongkongais. C'est-à-dire que si vous comparez évidemment à ce que faisaient les séries B américaines de la période, il est évidemment au-dessus, mais on est vraiment à des années-lumière comparé à ce que faisait Yuen Woo-ping, Sammo, Lau Kar-leung. Enfin là, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de moins intéressant par rapport au cinéma hongkongais de l'époque. Et ben là, ça se voit encore, hein, c'est des chorégraphies sans originalité, sans invention, c'est basique, c'est très basique, ça n'a pas vraiment beaucoup de punch. Donc au final, ça fait qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à sauver dans King of the Sea, malgré, encore une fois, le potentiel qu'on sent bien dans le film, mais au final, non, ça, à tous les étages, ça passe à côté, et c'est donc assez triste. Ensuite, l'année suivante, on a eu le Dr Wong contre les pirates de Tsui Hark. Donc Tsui Hark qui revenait dans sa série Il était une fois en Chine, après l'avoir laissé aux commandes de Yuen Bun pour le quatrième épisode qui n'avait pas vraiment bien marché commercialement parlant. Le Dr Wong contre les pirates, quelque part, c'est, après Le Marin des Mers de Chine, le meilleur film sur la piraterie dans le sud de la Chine. Ça reste un peu frustrant parce que Tsui Hark n'a pas pu concrétiser un certain nombre d'idées. Il n'a pas pu vraiment concrétiser le côté pirate, justement, comme on aurait aimé, avec le côté naval du pirate. Il y a des petits instants dans le film, mais c'est vraiment au minimum possible parce qu'il était contraint par une grosse pression budgétaire et une grosse pression au niveau du planning. Donc il n'a pas vraiment pu faire autant que ce qu'on aurait aimé, mais il y a quand même un peu de cet esprit pirate, un peu de ces figures imposées liées au genre, avec par exemple la fameuse caverne,
avec tous les trésors que Chung Po-tsai a amassés à travers le temps. Ça, c'est plutôt sympa. On a un Chung Po-tsai assez surprenant, assez original. Et on a également l'idée d'avoir son fils qui est plutôt bien vu. Et on a également forcément, Choi oblige, un personnage féminin assez intéressant du côté des pirates qui, à mon avis, s'inspire de Shang-Chi. Donc il y a quand même quelques éléments dans Dr. Wong contre les pirates qui font que cette vibe pirate est présente. C'est pas aussi prononcé et pas aussi réussi que ce qu'on pourrait espérer, mais je dirais que le minimum syndical est quand même là. Et ça permet quand même de passer un moment assez satisfaisant à la vision du film, même si il y a beaucoup de problèmes qui s'accumulent. Si bien qu'on ne peut pas dire que c'est un grand film, mais en termes de film de pirates, par rapport à ce que Hong Kong a produit, finalement, c'est pas si mauvais. Ça fait quand même de lui un bon challenger en ce qui concerne le meilleur film de pirates réalisé à Hong Kong. Si on élargit la question des pirates et qu'on met de côté les pirates de la Chine, des mers du Sud, on a également un film qui est consacré aux pirates Wako. Les pirates Wako, c'était un ensemble de pirates venant du Japon, sur lequel s'amalgamait pas mal de Chinois également, et qui avait ravagé les côtes de la Chine pendant plusieurs années, qui a obligé la dynastie de l'époque, dont j'avoue ne plus me souvenir là, au moment où je tourne cette vidéo, à mettre en place des défenses importantes, à vraiment essayer de mobiliser son armée pour mettre fin à cette série de pillages en règle. Et donc ce sujet, ces pirates Wako, a été l'occasion de faire un film pour Gordon Chan dans son God of War qu'il a réalisé en 2017 avec Yasaki Kurata à la tête des pirates Wako et qui doit s'opposer à Chu Man-chok, Zhao Wenzhao, Vincent Zhao, qui se trouve était le remplaçant de Jet Li dans le Dr. Wong contre les pirates, dans le rôle de Wong Fei-hung. Donc c'est assez amusant de le revoir ici. Alors là, il ne joue pas le rôle de Wong Fei-hung, évidemment. Mais donc il est à nouveau confronté à des pirates. Mais c'est un peu le même problème finalement que Dr. Wong contre les pirates, à savoir qu'il y a assez peu de scènes navales et l'essentiel de l'action se passe au sol. Et les pirates Wako se rapprochent davantage ici à des samouraïs qu'à des pirates tels qu'on l'entend. Il y a une part de réalité historique là-dessus, donc bon, ça peut s'accepter. Il y a quand même une séquence de fin avec un combat sur un bateau, sur le principal bateau amiral des pirates Wako, qui est assez sympa, où on retrouve là un peu plus ce côté pirate. Et en plus, le combat entre Chu Man-chok et Yasaki Kurata est vraiment bien. C'est pour moi le meilleur moment du film, un film qui là encore a pas mal de potentiel, mais ne parvient pas complètement à le réaliser. Mais en tout cas, il a cette séquence finale très sympa qui fait que bon, au moins on termine le film sur quelque chose de réussi et on lui pardonne un certain nombre des erreurs qu'il a pu faire avant. Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on verra beaucoup d'autres films consacrés à la piraterie dans le futur. En tout cas, très peu probablement, voire pas du tout, concernant la confédération des pirates à laquelle appartenait Chung Po-tsai. Parce que maintenant que le centre de gravité du cinéma hongkongais et du cinéma chinois de manière générale s'est déplacé à Pékin, j'ai l'impression que c'est pas le genre de sujet qui intéresse réellement les exécutifs des studios dans le nord de la Chine. Les trucs par rapport à Hong Kong, les histoires par rapport au sud de la Chine, ça les intéresse beaucoup moins. Et la censure chinoise fait que mettre en exergue des pirates n'est pas forcément ce qui va leur plaire le plus. Donc je pense qu'à court terme, on ne va pas avoir de films chinois ou en coproduction Chine-Hong Kong traitant de ce sujet. Autre discussion qu'avait généré la vidéo, c'était une remarque de Mohamed qui soulignait à quel point Jackie avait eu un certain nombre de réalisateurs pour l'épauler, des réalisateurs qui n'avaient pas été finalement bien mis en avant. Et c'est vrai que c'est un sujet assez intéressant. Alors, on a déjà évoqué Sammo Hung. Sammo Hung, ses collaborations avec Jackie sont connues, puisque c'est My Lucky Star, c'est Dragon Forever, c'est Wheels and Mills. Ça, c'est des réalisations officielles.
et la seule réalisation officieuse qu'il y a eu entre les deux, c'est sur Le Marin des Mers de Chine. Mais il y a d'autres personnalités qui ont pas mal aidé Jackie derrière la caméra et sans qu'ils aient forcément été bien mis en valeur. Donc on va les évoquer ici dans cette vidéo de retour. Et le premier d'entre eux, c'est Richard Chew. Richard Chew qui était le executive director, donc le réalisateur exécutif sur La Hyène intrépide, le premier film réalisé par Jackie Chan. Richard Chew, en fait, c'est quelqu'un qui a été assistant réalisateur sur de nombreux films avant qu'il travaille avec Jackie. Ils se sont rencontrés lors de la collaboration entre Jackie et Lo Wai. Richard Chew a été assistant réalisateur sur de nombreux films dans lesquels Jackie a participé durant cette période Lo Wai. Donc ils ont dû certainement bien s'entendre, ils ont dû devenir amis, et ça fait que quand Jackie a pu réaliser son premier film, La Hyène intrépide, suite au succès de Drunken Master et de Snake in the Eagle's Shadow, eh bien, il a visiblement demandé l'assistance de Richard Chew. Et alors on peut se demander effectivement qui a vraiment réalisé le film. En général, quand le terme executive director est utilisé dans le cinéma de Hong Kong, ça veut dire que c'est le vrai réalisateur. C'est ce fameux executive director. Wong Jing est particulièrement friand de ce type de crédit, et donc quand on voit executive director dans les films de Wong Jing, on sait que c'est celui-là qui a en fait tourné la majorité du film. Et alors donc pour La Hyène intrépide, la question à mon avis se pose. Je pense que Jackie a certainement donné un certain nombre d'idées, qu'il a certainement apporté sa pierre à l'édifice, mais je pense que dans les faits, c'est probablement Richard Chew qui a beaucoup choisi où est-ce qu'on pouvait mettre la caméra, où est-ce qu'on pouvait faire les choses, et qui a dû quand même donner un coup de main très sérieux à Jackie. Malheureusement, Richard Chew, il n'a jamais été interviewé, à ma connaissance. Il n'a jamais parlé de cette collaboration avec Jackie Chan, donc c'est assez difficile de savoir exactement ce qu'il a fait sur La Hyène intrépide. Par la suite, on va le retrouver très régulièrement dans les films de Jackie Chan. Il va être assistant réalisateur sur Le Marin des Mers de Chine, justement, sur Wheels on Mills, donc réalisé par Sammo, mais sur pas mal d'autres films réalisés par Jackie, comme Police Story, comme Big Brother, alias Miracles, ou bien encore Opération Condor, ou même encore après sur Crime Story. Donc il a vraiment été régulièrement aux côtés de Jackie Chan sur de nombreux films qu'il a réalisés ou dans lesquels il était la star. Et encore une fois, on peut se demander s'il a participé davantage, si c'était vraiment juste un simple exécutant qui faisait ce que Jackie lui disait, ou s'il participait un peu plus au processus créatif. Je pense que ça fait partie des sujets qui mériteraient d'être davantage développés. Donc s'il y en a ici qui pensent à écrire une biographie sur Jackie Chan, je pense que ça fait partie des choses qui mériteraient d'être explorées davantage. Et il y a un autre réalisateur issu de la galaxie Lo Wai qui a beaucoup aidé Jackie dans sa réalisation, et c'est Chen Chi-hwa. Chen Chi-hwa, c'est le réalisateur du Protecteur, Half a Loaf of Kung Fu, qui était un des premiers films de Jackie Chan tendance Kung Fu comédie, qui est un prototype en quelque sorte de Drunken Master, mais un prototype qui était pas vraiment réussi, qui était un peu raté, dans lequel on pouvait voir les prémices du côté comique de Jackie Chan. Et là encore, comme avec Richard Chew, visiblement Jackie Chan a dû bien s'entendre avec lui, parce que Chen Chi-hwa est revenu régulièrement derrière la caméra pour aider Jackie. Il était impliqué par exemple dans Police Story, il était impliqué dans Opération Condor. Et encore une fois, on peut se poser la question de quel était son degré d'implication. Est-ce que c'était juste un simple exécutant, ou bien est-ce qu'il participait davantage au processus créatif des films de Jackie? Pareil que Richard Chew, malheureusement, c'est quelqu'un qui n'a, à ma connaissance, jamais été interviewé, qui n'a jamais parlé de cette collaboration. Donc c'est assez difficile de savoir à quel point il a contribué à la réussite des films de Jackie Chan. Et toujours sur ce sujet, il y a deux autres réalisateurs que j'aimerais bien évoquer par rapport à ça. Le premier d'entre eux, c'est Frankie Chan. Frankie Chan, qui était un compositeur assez actif dans les années 70, début 80, qui ensuite est devenu acteur, producteur, réalisateur. C'était lui le grand méchant dans Prodigal Son de Sammo Hung. Il a fait des films très sympas comme Burning Ambition ou bien Outlaw Brothers par la suite. Et il est également bien ami avec Jackie. D'ailleurs, Jackie est passé sur le tournage de Outlaw Brothers pour la séquence de finale, le grand final dans l'entrepôt avec Yukari Oshima qui bastonne tout un tas de Gwailo et Michiko Nishiwaki. Il est venu
donné un petit coup de main comme ça pour faire quelques propositions de chorégraphie à Frankie. Et Frankie est venu également régulièrement l'aider dans ses réalisations. On sait par exemple que Opération Condor a été en grande partie réalisée par Frankie Chan. Par la suite, c'est Thunderbolt aussi, sur lequel il a donné un petit coup de main. Toute la séquence du circuit en Malaisie à la toute fin du film a été réalisée essentiellement par Frankie Chan. Et encore très récemment, il avait pas mal collaboré et pas mal réalisé Chinese Zodiac, le fameux Armor of God 3. Donc c'est quelqu'un qui a pas mal contribué également à aider Jackie et dont on peut penser qu'il n'a pas été un simple exécutant et que même si sur les 3 films dont j'ai parlé, c'est très certainement Jackie qui a donné le là, c'est lui qui a fait le principal, qui a pris les principales décisions artistiques, je pense que Frankie Chan a aussi contribué, il a aussi certainement donné des idées et ça serait encore une fois intéressant de savoir un peu plus son degré d'implication sur les 3 films dont j'ai parlé. Et le dernier réalisateur que j'aimerais évoquer par rapport à ça, c'est Johnnie To. Mais alors là-dessus, il y a un petit doute, parce que j'ai le souvenir d'avoir lu quelque part que Johnnie To avait réalisé une partie d'Opération Condor. Mais je n'ai jamais pu retrouver la source depuis, et malheureusement, j'espérais pouvoir poser la question à Johnnie To il y a quelques mois. Malheureusement, l'interview n'a pas pu se faire finalement. Donc la question reste en suspens. S'il a participé à Opération Condor, c'est probablement de manière assez limitée, je pense uniquement à Hong Kong, pas sur les parties à l'international. Mais c'est quand même quelque chose de possible, puisque durant cette période de sa carrière, Johnnie To était un réalisateur un peu mercenaire, et il était déjà arrivé qu'il participe sans être crédité à certaines grosses productions d'action. C'était le cas par exemple sur Magnificent Warrior, c'était le cas également sur Royal Warriors, donc 2 productions d'INB. Donc c'est pas totalement saugrenu qu'il ait pu participer à Opération Condor, mais encore une fois, c'est une question qui demeure un peu en suspens. Si vous retrouvez la source de cette information, je serais assez preneur. À défaut, ça mériterait d'être un petit peu creusé. Voilà sur quelques sujets qui avaient pu être évoqués suite à la principale vidéo sur les marins des mers de Chine. Je pense que ça méritait un petit peu plus de développement, ça méritait d'être un petit peu plus discuté. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant. La prochaine principale vidéo de la chaîne sera publiée donc la semaine prochaine. Et moi, je vous verrai dans d'autres vidéos dans lesquelles j'interviendrai, que ce soit pour les retours ou bien pour les filmographies commentées ou d'autres exercices de ce genre au fur et à mesure des semaines à venir. Voilà, à très bientôt.